sur la baisse des prix des hydrocarbures. Amady Ndiaye est sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. L'affaire de la pouponnière que Yurmande, la chambre criminelle, a renvoyé Ndella Madior Diouf et Seko prévenu en jugement. Après près de 2 ans de détention, Ndella Madior Diouf fera face à la justice pour homicide involontaire, traite de personnes, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui. Le procès est fixé au 13 janvier prochain. En attendant, les avocats de Ndella Madior Diouf sont en train de plaider une mise en liberté provisoire. RFM, la radio de toute l'actualité. La baisse des prix des produits pétroliers continue de susciter des débats. À Louga, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, et d'autres responsables de l'Alliance pour la République, dont Amadou Mbéry Silla, ont critiqué la gouvernance actuelle du duo Diomaye-Sonko lors d'une assemblée générale. Ils ont également affiché leur ambition de préparer le retour de l'ancien président Macky Sall en 2029. Écoutons à ce propos Mansour Faye au micro de Nafissatou Ndiaye. La population, d'une manière générale, témoigne de la détermination des populations pour accompagner le président Macky Sall dans son élan de remobilisation, dans son élan de reconquête du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous constaté que ce pays-là est en train de sombrer. Les repères sont perdus. L'économie est vraiment, l'économie souffre. Les populations sont dans la misère. Parce que boobu ba léegi ñu ngi jéem te mënuñu daa ñu naxaate tuuti dégg naa dañuy wàññi carburant dégg naa ko ay xupp la dañuy xuppaate rek waaye mënuñu yore réew mi. Et il est temps qu'il y ait un sursaut. Et c'est cette dynamique qui encourage l'APR, l'Alliance pour la République, à se réorganiser et à se mettre en œuvre, à préparer les échéances à venir, affronter les locales et en perspective les élections présidentielles en 2022. C'est ce qui explique le sens de l'organisation qui est en cours, la mise en place des secrétariats exécutifs au niveau de chaque département, conseiller l'émanation du secrétariat national à l'échelle de tout le pays. Et de faire en sorte que le secrétariat exécutif au niveau du département soit l'émanation des responsables au niveau de la base. Renforcement des jeunes et des femmes pour une dynamique de victoire, pour une dynamique constante, donc pour que le président Macky Sall puisse, dès 2029, revenir et reprendre les rênes. Les gérants de stations-service de leur côté sont très remontés contre les autorités. Une cinquantaine d'entre eux ont reçu des convocations et certains ont même vu leur station mise sous scellé pour non-respect de la baisse des prix du carburant annoncée ce week-end. Les gérants dénoncent une décision jugée brutale et n'excluent pas d'aller en grève si la situation persiste. Ibrahim Fall, président de l'association des gérants de stations-service du Sénégal, interrogé par El Hadj Diogoudien. J'ai eu le retour d'une cinquantaine de gérants qui m'ont dit qu'ils ont reçu des convocations par rapport au non-respect des changements des prix sur les pompes. Nous sommes des locataires gérants. Nous n'avons pas ni la latitude ni la légitimité de changer les prix sur les pompes. C'est les compagnies pétrolières qui nous louent ces stations-là, de connivence avec des structures agréées qui changent les pompes. Et puis, c'est pas un bouton qu'on appuie. Ça ne peut pas se faire d'un trait sur tout l'étendue du territoire. C'est pas possible. Nous sommes pignons sur rue et nous assurons un service public de proximité, malgré l'aspect pécunier qu'il y a dessus. Les stations, les ventes, c'est un faux continu. Si nous avions décidé d'arrêter en cas d'augmentation ou de baisse, qu'en serait-il pour celui qui est dans l'urgence? Et pourquoi c'est un poids et deux mesures? D'autres produits ont été baissés et ces gens-là n'ont pas eu à recevoir des convocations. Pourquoi c'est un poids et deux mesures? Pourquoi juste après 18 heures, 1 heure ou 2 heures après, les gens foncent dans les stations pour servir des convocations? Nous sommes en feu continu. Et ça, nous le faisons pour la bonne marche de l'économie du Sénégal. C'est des stations qui ne doivent pas s'arrêter parce qu'on a baissé ou on a augmenté les prix. Je peux vous donner le cas d'une station de Touba Oil qui est présentement à Nioro. Le gérant vient de m'appeler. Il est sous scellé. Et pour quelle raison? Parce que s'il avait la possibilité de changer les prix sur les pompes, mais la population devrait s'inquiéter. Pour qu'un gérant puisse changer les prix, c'est dangereux. Présentement, on est en train de recenser les gérants qui ont fait l'objet de convocations et qui doivent répondre au niveau des structures étatiques. S'ils reviennent et qu'on leur mette des amendes ou bien qu'on scelle leur pompe, nous allons partir en grève. Nous allons fermer tous nos sites. Et ça, nous ne badinons pas dessus. Parce qu'il est anormal qu'on perde entre 5 et 10 millions en un week-end et que les gens, en retour, sans compassion, viennent dans
prendre au site et nous mettre des amendes. La campagne de commercialisation de l'arachide a officiellement démarré hier pour cette année. La Sonacos vise à collecter entre 200 et 250 000 tonnes de graines. Le directeur général de la société annonce un budget de 100 milliards de francs CFA pour atteindre cet objectif. 100 milliards de francs CFA, dont une partie est déjà disponible. Là-dessus, Nan Diagne avec El Hatun Djokoutien. Pour la campagne de commercialisation arachidière 2025-2026, la Sonacos prévoit une collecte située entre 200 000 et 250 000 tonnes d'arachide. Nous avons déjà travaillé sur le financement et pour ce budget de 250 000 tonnes, nous prévoyons un budget de 100 milliards pour la collecte et la transformation. Donc nous sommes en train aussi de travailler sur ce point-là avec les différentes parties, notamment le ministère de tutelle, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, les banques comme la LBA, la BNDE, la Banque islamique, BGFI et les autres banques qui vont venir participer à la campagne. Donc nous sommes en train d'avancer correctement et nous sommes assez confiants. Tout le monde sait que la récolte de cette année est assez prometteuse et vu le volume qui est attendu, nous pensons bien qu'il va falloir bien se mobiliser et mettre en place un dispositif assez efficace comme on l'avait fait l'année dernière et nous assurer qu'il n'y a pas de retard au niveau des déchargements, mais il n'y a pas de retard aussi au niveau des paiements. Donc c'est ce qui nous a valu une belle campagne l'année dernière et nous voulons mettre en place un dispositif similaire cette année-ci pour y arriver. Nous travaillons aussi avec les opérateurs avec qui nous avons des discussions en cours, notamment sur le prix de la marge ou bien la marge qu'on doit leur ajouter pour nous amener l'arachide jusqu'à nos usines, parce que c'est pour cela qu'on parle de prix carreau usine. Le prix aux producteurs que l'État a fixé à 305 francs, nous on leur a ajouté une marge de 30 francs contre les 27,7 francs qui étaient traditionnellement là. RFM, partout, tout le temps. La crise universitaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le bras de fer continue. Le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar appelle à la reprise des activités pédagogiques face à la prolongation du mouvement étudiant. Mais les étudiants restent fermes, pas de bourse, pas de cours. Ils saluent toutefois leurs camarades pour le respect du mot d'ordre et affirment rester ouverts au dialogue. Wali Faye, membre de l'amicale de la faculté des sciences juridiques et politiques, souligne l'importance de poursuivre les discussions pour trouver une solution durable. Nous, on n'a pas de position par rapport à ça, parce que l'essentiel, c'est que nous poursuivons notre mot d'ordre, qui est pour le moment la suspension des cours et également les zones sans ticket. Donc, actuellement, malgré cette note du recteur, les étudiants ne sont pas actuellement au niveau des amphithéâtres, parce que les étudiants ont respecté le mot d'ordre du collectif. Actuellement, il n'y a personne au niveau des facultés, et donc, nous n'avons pas d'appréciation concrète par rapport à ça. Donc, l'essentiel, c'est que notre mot d'ordre est respecté par la communauté et donc parce que aussi on se bat pour eux, pour les étudiants, c'est ça. Dans le secteur de l'éducation, toujours à Soreto, dans la commune de Sadatou, département de Bakel, l'école élémentaire souffre d'un manque de tables-bancs. Certaines classes restent fermées, d'autres élèves s'asseyent à 3 ou 4 par banc et certains sont même restés chez eux hier. 25 tables-bancs ont été offertes par l'orpailleur Issa Sissoko pour permettre aux élèves de retrouver le chemin de l'école. Nous écoutons le directeur de l'établissement, Ousmane Dour, avec Papa Ousseinou Diallo. On était dans le besoin parce que depuis le début de l'année, la classe de CI, pour faire cours, ça pose problème. On n'avait pas de table banc et c'est par la suite qu'on l'a sollicité et il a donné 25 tables à une hauteur de 430 000. Les tables bancs même, ça va rester à mon avis parce que pour la classe de CI, on a un effectif de 38 élèves. Sur 25 tables, ça va faire l'affaire quoi. Même les autres classes, vu qu'on n'a dit aucun table, on leur avait demandé de rester à la maison jusqu'à ce qu'on trouve des tables. À midi 11 minutes, l'on reparle des déclarations de la ministre de la Famille sur les fonds destinés aux victimes des événements de 2021 et à 2024. Des déclarations qui font polémique pour l'expert juridique Issa Camara. Si la ministre n'a pas obtenu l'autorisation du ministère des Finances pour débloquer ces fonds, elle pourrait être poursuivie pour gestion irrégulière. Selon lui, il n'y a toutefois pas d'aspect criminel dans cette affaire. Fama Dione. D'un coup, ndank le ñew. 1 milliard 200 sur 5 milliards. Après am benen 8 milliards
bu dugg fi mu nekk nii may wax ak yéen xaalis bi ñu liggéeyee ba léegi nii suñ ko mënee wax xaalisu ministère de la famille de l'action sociale et des solidarités la. Voici une partie de la prise de parole de la ministre de la famille et des solidarités dimanche dernier. Une sortie polémique pour Insa Camara. Dans certains ministères, il y a une ligne budgétaire générique. Il est expert juridique. Les lignes budgétaires génériques, ce sont par exemple des lignes qui sont intitulées fonds spéciaux ou bien interventions spéciales exceptionnelles et qui existent même en France, qui permettent un peu, dans des circonstances exceptionnelles où par exemple il y a eu des émeutes des gilets jaunes par exemple, où vraiment il a fallu indemniser, on prend l'argent de ces fonds-là pour les indemniser. Donc c'est pas quelque chose en fait d'exceptionnel. Dans ce cas de figure, il serait prématuré de parler de détournement d'objectifs, mais une autorisation du ministère des Finances est nécessaire avant tout déblocage. Madame la ministre n'aurait pas eu à avoir l'autorisation du ministère des Finances, par exemple. Dans ce cas-là, en cas de contrôle, on ne dira pas qu'il y a eu détournement d'objectifs, on dira plutôt qu'il y a eu gestion irrégulière. Or, une gestion irrégulière, c'est juste parce qu'il y a eu un formalisme qui n'a pas été respecté. L'autorisation du ministre de l'économie et des finances n'a pas été obtenue et que sans cette autorisation, aujourd'hui, en cas de contrôle de la Cour des comptes, par exemple, ils diront qu'ils ont fait une gestion irrégulière. Lors de la journée consacrée aux martyrs, Maïmouna Dièye a déclaré avoir perçu 1,8 milliard sur les 5 milliards annoncés. L'argent du ministère a donc été utilisé pour indemniser les victimes. Famadion, pour boucler cette première partie du grand journal cet après-midi, la cérémonie officielle de la foire internationale de Dakar. Elle sera présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, la 33e édition de la FIDAK. C'est ouverte dimanche sous le thème transformation territoriale et développement inclusif. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour Georges, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire d'abord, après l'investiture d'Alassane Ouattara hier, place aux attentes des populations. Oui, Alassane Ouattara a officiellement pris fonction hier, vous le savez, après sa prestation de serment. Les Ivoiriens attendent beaucoup de ce nouveau mandat. Attente forte tant en matière de développement que de réconciliation nationale. Abidjan, l'appel de Gobia et Abi. À l'aube de ce nouveau mandat, les attentes sont nombreuses. Les populations espèrent un quinquennat marqué par la continuité, le progrès et la réconciliation. Nous souhaiterons qu'il poursuive son œuvre de développement, surtout au niveau des infrastructures, qu'il continue ce beau travail qu'il a déjà commencé, et également plus de social en direction des personnes vulnérables. Moi, je viens de Kubli. À Kubli, actuellement, il n'y a pas de goudron. Il faudrait qu'il pense aussi à Kubli. Avec ce mandat, nous sommes certains qu'il va beaucoup mettre l'accent sur la réconciliation. Je souhaiterais qu'il mette l'accent sur le dialogue. Les jeunes ont droit à la formation, à l'encadrement. Et je dirais aussi le secteur informel, le gouvernement doit y jeter un coup d'œil et mieux encadrer les jeunes qui ont des difficultés à pouvoir s'insérer professionnellement. On devient de plus en plus nombreux avec des diplômes mais sans emploi et l'éducation des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce quatrième mandat d'Alassane Ouattara est toutefois contesté et considéré comme anticonstitutionnel par certains opposants. C'est le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo qui, dans une longue lettre adressée aux Ivoiriens lundi 8 décembre 2025, a ravivé les débats sur les responsabilités de la crise politico-militaire qui a déchiré la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Il a annoncé avoir chargé son avocat maître Altit de saisir la Cour pénale internationale pour que tous les faits soient jugés et que justice soit rendue aux victimes. Au Bénin, on en sait davantage sur les raisons de l'échec du coup d'État. Oui, avec cette intervention rapide de la CEDEAO, donc le coup de pouce du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone, appuyés tous par la France qui a apporté le renseignement Salimata. Dès les premiers coups de feu des putschistes à Cotonou, le Bénin a demandé l'aide de deux pays, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ces deux pays ont tout de suite saisi l'occasion en prenant soin d'inscrire leur action dans le cadre de la CEDEAO. Le président en exercice et président de la Sierra Leone, le général Julius Maada Bio, déclare ceci: c'est une question de crédibilité. Si nous n'intervenons pas cette fois-ci au Bénin, c'en est fini pour notre organisation. C'est en tout cas ce que rapporte une source proche du dossier. Au
Au final, la force régionale sera recomposée des troupes de 4 pays, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Mais si l'intervention contre les putschistes a été rapide et efficace, c'est aussi et surtout parce que la France a apporté sa contribution essentiellement en termes de renseignements sur le terrain. Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs et les commanditaires. Le Conseil signale la présence d'une force spéciale venue de la Côte d'Ivoire. L'exécutif salue la coopération et la solidarité de la CEDEAO et salue particulièrement l'apport de ces 2 pays. Des détails ont émergé sur la libération des chefs d'état-major de l'armée de terre et de la garde nationale. Le gouvernement a confirmé la libération des officiers retenus et précise qu'il était déjà conduit dans la ville de Tchaourou, à 300 km au nord de Cotonou, par les mutins. Salimata, cette alerte aérienne au Sahel après la pause forcée d'un avion militaire nigérian au Burkina Faso. L'appareil transportait 11 personnes et a été contraint de se poser en raison d'un incident technique. Une enquête burkinabé a toutefois révélé que l'aéronef ne disposait d'aucune autorisation de survol. L'AS dénonce une violation grave de son espace aérien et affirme avoir placé ses défenses aériennes en alerte maximale. De son côté, l'armée nigériane évoque un simple atterrissage de précaution et assure que l'équipage a été bien accueilli. Merci Mohamed Ali Mouba pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous allons parler de la baisse des prix du carburant aux alentours de 12h30 avec Boubacar Mboye, expert en énergie, ancien ministre conseiller de l'ancien président Macky Sall chargé des questions d'énergie, et Mathurin Sagna, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole, du gaz et activités connexes. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Georges Detchediap. Ligue 2, Niari Tali veut retrouver la Ligue 1. Actuel leader de la Ligue 2 sénégalaise, après 6 journées, les Galactiques ont réussi un bon début de championnat avec un objectif assuré et affiché par tous les responsables. Tout mettre en œuvre pour revenir dans l'élite la saison prochaine. Medoun Diop est le directeur sportif de l'équipe de Niari Tali NGB. Les Galactiques, nous l'avons joint ce matin. On a terminé la saison passée avec 3 victoires. Bon, démarrer cette saison-là avec 4 victoires. Bon, pour nous, c'est le fruit de notre travail, quoi. Bon, les entraîneurs sont en train de faire un excellent travail, un excellent boulot avec les joueurs. Et on a un projet, c'est ce projet-là qu'on a proposé tous les jeunes talents qui sont venus ici à NGB. Bon, c'est le fruit du travail. Bon, les ambitions de NGB, c'est de retourner en Ligue 1, jouer les grands rôles dans ce championnat. Nous sommes un grand club, on doit jouer les grands rôles dans ce championnat, retrouver les grands jours. C'est ça notre but, quoi. Faire monter l'équipe en Ligue 1. On est en train d'évoluer dans la Ligue 2. Le championnat à bon niveau. Mais nous, ce qu'on veut, faire revenir NGB. Faire revenir NGB en Ligue 1. Parce que NGB, c'est un grand club. Qui connaît NGB, c'est un grand club, un grand public aussi. Et c'est notre devoir de le faire revenir en Ligue 1. Notre objectif pour cette année-là. Mais on le fait avec le football avec Niari Tali, donc, qui est leader de cette Ligue 1 avec 13 points. En 6 journées, Niari Tali a enregistré 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ligue des Champions, on joue la 6e journée ce soir. Il s'agit bien sûr de la Champions League européenne. Voilà, avec les rencontres prévues, Bayern Munich face à l'équipe de Sporting Portugal, Atalanta de Bergame qui joue contre l'équipe de Chelsea, Barcelone qui reçoit l'équipe de Francfort, Inter face à l'équipe de Liverpool, Galatasaray joue contre l'équipe de Monaco, PSV Eindhoven reçoit l'Atlético de Madrid, Marseille en déplacement pour défier l'équipe de l'Union Saint-Gilloise et Tottenham fera face à l'équipe de Slavia Prague-Georges. Basketball à présent, l'AS Ville de Dakar qualifiée pour le second tour au Caire. Avec donc cette victoire hier sur l'équipe congolaise de la Caisse de sécurité sociale, les filles de Moustapha Gueye ont validé leur place pour le prochain tour. Après ce succès, il a fait le bilan des 2 premières sorties de son équipe. Moustapha Gueye, l'entraîneur de l'AS Ville de Dakar, que voici.
D'abord, féliciter les joueuses, même si aujourd'hui on n'a pas fait un grand match, mais elles ont quand même réussi à gagner, c'était le plus important. Bravo à l'équipe adverse qui nous a vraiment bousculé à un moment donné sur le plan de l'agressivité. Et je pense que c'était bien. Vous avez vu aujourd'hui on a fait 23 têtes de balle. C'était un match vraiment à ne pas retenir. Je l'ai eu dans les vestiaires, je retiens la victoire, mais dans le contenu aujourd'hui on n'a pas été bon. C'est en fait la défense qui n'était pas bonne en premier temps dans la défense individuelle. Il y avait beaucoup de failles de débordement. L'aide n'était pas appropriée, ce qui fait qu'ils ont pris beaucoup de deuxième chances. Ils ont été vraiment prévenus au rebond. Mais en deuxième temps, on a changé de défense, on a fait une zone qui nous a permis de les continuer parce que c'est une équipe qui pénètre beaucoup. Bon. C'était relativement correct en deuxième temps. Puisque vous avez. Mais les pertes de balles, c'est inacceptable. Les pertes de balles, c'est. Mais je pense que les filles étaient encore sur le nuage du premier match, de la première victoire. Ce match-là, moi, je savais que ça allait être difficile parce que la plupart n'ont pas beaucoup d'expérience. Il fallait que ça arrive comme ça pour qu'elles puissent comprendre qu'il faut encore rester très concentré jusqu'au bout. Dans les rangs de l'équipe de la ville de Dakar, il y a une certaine Mam Khoudia Fall qui a évolué en Égypte et qui est revenue pour porter à nouveau le maillot de l'AS Ville de Dakar. Elle a contribué fortement au succès de la rencontre hier face à l'équipe de la Caisse de Sécurité Sociale. Soda Cham s'est penché sur sa prestation. Elle a été l'une des pièces maîtresses de la deuxième victoire de l'AS Ville de Dakar. Mam Khoudia Fall, avec sa taille imposante, 2,03 m, a réalisé un double-double en inscrivant 14 points, 13 rebonds en 2 minutes 53 secondes de jeu. Une victoire qui permet non seulement à l'AS Ville de Dakar d'être à la première place du groupe C, mais aussi une qualification pour les quarts de finale. Je félicite d'abord toute l'équipe, les joueuses, le staff, les supporters. Bon, aujourd'hui, je dirais qu'on a joué 2 matchs, mais comparé à notre premier match, c'est un très mauvais match. Je peux dire. C'est pas pour sous-estimer l'adversaire parce qu'elles nous ont très bien bousculé. Elles ont gagné le deuxième quart-temps, mais c'est après dans les vestiaires, le coach nous a parlé et on est revenu faire un très bon deuxième mi-temps. Elle a porté les couleurs de l'ASFO, puis de Dakar University Club où elle a été sacrée et élue MVP de la Coupe du Sénégal en 2023 avant de s'exiler en Égypte pour s'engager avec Jazert El Ward en Super League. Aujourd'hui, elle compte partager son expertise avec ses collègues de l'AS Ville de Dakar. On se parle souvent. Notre force première, c'est qu'on communique beaucoup. J'apporte toute mon énergie à cette équipe. L'essentiel, c'est de gagner et nous y sommes. On y travaille et je pense, j'ai la forte conviction qu'on va gagner, Inch'Allah. Mam Khoudia Fall nourrit de grandes ambitions pour la Women's Basketball League Africa. D'aller en finale, c'est mon ambition première. Ensuite, bien sûr, pourquoi pas être championne et avoir des trophées individuels si c'est possible. L'AS Ville de Dakar joue son 3e match contre les Brave Hearts du Malawi, une équipe qui a déjà perdu ses 2 matchs, mais elle reste un adversaire. Selon Mam Khoudia Khan. Parce que dans cette compétition, il faut savoir qu'il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes qui sont là ont été championnes dans leur pays. Il y a des matchs pièges qu'il faudra prendre très très au sérieux. Comme notre dernier match, ce sera un match piège, il faut prendre ça au sérieux, ne pas sous-estimer son adversaire. Déjà qualifié pour les quarts de finale, l'AS Ville de Dakar va jouer son dernier match ce mercredi 10 décembre à 15h contre les Brave Hearts. Voilà Georges, c'est tout pour les actus sport. Merci Malal Junior Diagne. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite, au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Et la Banque Outarde vous offre votre revue de presse. Revue de presse de Mohamed Alimouba, bonjour. Bonjour. Omar Pène, un sapeur-pompier suprême. Près de 4 milliards de francs CFA sur la table comme pansement. L'État du Sénégal multiplie les avances et tente le tout pour apaiser les étudiants. Fâchés avec eux pour des histoires de bourse, le régime fait appel au lead vocal du super Yamono, ambassadeur attitré des étudiants. Le journal Les Échos constate que Baïpen, comme l'appelle affectueusement ses fans, a parlé aux pensionnaires de l'UCAD et promet de relayer leurs préoccupations. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar appelle à la reprise des activités pédagogiques et scientifiques. Pour le journal Point Actu, le gouvernement fait un pas dans le cadre de l'apaisement. La première proposition est de payer la bourse du Master 1 2025-2026 et la bourse du Master 2 au cours de l'année, attribuée aussi aux plus de 12 000 étudiants retardataires. À ce jour, la somme de 115 000 francs CFA en sus des 24 mois réglementaires
réglementaire à payer. Deuxième proposition, attribuer une dérogation aux étudiants de Master 2 avant une inscription en 2025-2026. Sud Quotidien en profite pour s'intéresser au ressort de la crise dans l'enseignement supérieur. Le journal note que ça va de la massification des bourses généralisées à la réforme LMD. Grosse colère des gérants de stations d'essence, la baisse du coût des hydrocarbures est passée par là, constate l'AS. Conséquence toujours de la résistance de la part des acteurs. Walfadri a donné la parole à Abdou Karim Sek du syndicat des transporteurs du Sénégal. Cette baisse, selon lui, est insignifiante pour provoquer une baisse des tarifs du transport. Pour Eliman Diouf, le secrétaire général de la CSA, le problème de la petite monnaie risque de s'opposer aussi pour le gaz butane. Tribune fait focus, lui, sur l'indemnisation des ex-détenus de PASTEF. Maïmouna Dieye avoue la ministre, donc, selon le journal, un détournement d'objectifs pour les 5 milliards de francs CFA décaissés. Le journal rappelle quelques-uns de ses propos. On a reçu, dit-elle, 1,2 milliard de francs CFA sur les 5 milliards promis. Ensuite, 600 millions de francs CFA. Les familles des victimes sont au nombre de 74. La décision a été de leur accorder 10 millions de francs CFA chacune. Au moment où je vous parle, dit-elle toujours, 30 familles ont déjà perçu leur argent. Au sujet de cet argent décaissé, Babakarba du Forum du Justiciable demande à la Cour des comptes de procéder à un audit approfondi du ministère de la Famille pour un souci de transparence et de bonne gouvernance. À la une du journal Les Échos, Serigne Saliou Diagne, le fils de Mayama Diagne, parle première sortie après son élargissement de prison. Il parle de persécution et évoque le destin. Ville entreprise, selon lui, de combattre un homme. Mayama Diagne, mon père, dit-il, se suffit à lui pour se défendre et il le fera bien, comme cela a toujours été le cas. Prière pour sa tante, Mabintou Diagne, son frère et son oncle, toujours dans les liens de la détention. Le journal Le Quotidien parle de la lettre de remerciement de Serigne Saliou Diagne. Le journal L'Observateur s'est penché ce matin sur l'inculpation sous contrôle judiciaire. Badara Gadiaga, Diop, Papa Malik Ndour, entre autres. Le journal pointe une stratégie du régime pour faire face aux voix critiques quand le symbole légal devient instrument implicite de régulation de la parole politique. Oumar Wade, nouveau SEMGA, chef d'état-major général des armées, nommé hier par le chef de l'État en remplacement du général Mbaye Cissé. Pour le quotidien, Oumar Wade nage jusqu'au sommet. Le vice-amiral et le premier officier de la marine a occupé ce poste. L'Observateur en profite, lui, pour dresser le profil du sortant, le général Mbaye Cissé. Enquête du journal sur une carrière d'exception. Ancien enfant de troupe, lui aussi, loyauté et intelligence froide. Voit la publication. Bonne nuit à tous. La Banque Outarde élargit ses solutions. Vivez vos ambitions sans limite, au Sénégal comme à l'international. Votre carte, votre pouvoir. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, et la Banque Outarde vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À midi 30 minutes, on en arrive à point de vue sur la baisse des prix du carburant. Pour en parler, Boubacar Mbodj, expert en énergie, ancien ministre conseiller du président Macky Sall, de l'ancien président Macky Sall, chargé des questions d'énergie, Mathurin Sagna, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole, du gaz et activités connexes. Mathurin Sagna qui est déjà en ligne en attendant Boubacar Mbodj. Bonjour Mathurin Sagna. Bonjour, Georges Bétier. Alors, le gouvernement a annoncé ce week-end des prix qui sont entrés en vigueur ce même week-end, une baisse des prix du carburant. L'essence passe de 990 à 920 francs CFA, le gasoil chute de 75 francs CFA à 680. Une décision plutôt annoncée par le gouvernement comme historique destinée à renforcer le pouvoir d'achat, soutenir l'économie et garantir, je le cite, une transparence totale dans la fixation des prix. Comment analysez-vous cette baisse des prix des hydrocarbures annoncée par le gouvernement ce week-end? Merci d'abord pour l'interview. Moi je dis que c'était une promesse qui a été réalisée, mais qui a été mal réalisée parce que
Au préalable, je pense qu'il fallait appeler les acteurs, donc complices et pétroliers, pour discuter de cette baisse. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, l'État est confronté à un problème jusqu'à aller installer des pompes au niveau des stations. Parce que la baisse n'est pas effective. Tout le monde ne peut pas suivre cette baisse. Pourquoi? Il fallait donc discuter au préalable pour cette baisse. Et l'impact qu'on attend de cette baisse, c'est que les populations puissent sentir cela sur le transport, le prix du transport. Malheureusement, il n'en est rien, parce que jusqu'au dimanche même, à la pompe, le prix restait le même au départ, donc il n'y a pas eu de baisse. Réellement. C'est pour cela, aujourd'hui, les pompistes se plaignent que les fonds soient scellés, soient bien sous scellés. Mais quelles sont les raisons qui ont poussé ces stations-service à ne pas se conformer à cette décision de baisser les prix du carburant? Parce qu'ils n'ont pas été impliqués lors de cette baisse. Il fallait les appeler, les acteurs, discuter avec eux, parce qu'il y en a qui ont eu un stock qu'ils ont acheté au préalable au prix fort, et leur imposer une baisse et une perte pour eux. Donc, il faut donc discuter avec ces pompistes, ces gérants de station, voir juste appliquer cette baisse. S'il y a un accompagnement que l'État doit faire par rapport aux gérants de station, qu'il le fasse. Mais on ne peut pas venir imposer une baisse parce qu'on a promis une baisse, alors on l'impose aux gérants. C'est pas comme ça. Donc, tout nécessite tout devrait être fait sur des discussions au préalable. Le gouvernement, en tout cas, l'État dit que ces services seront mobilisés pour un suivi rigoureux et permanent de cette baisse. On l'a d'ailleurs vu tout à l'heure dans notre édition. On a entendu les gérants de stations-service dénoncer la convocation de gérants de stations-service et des stations-service qui sont même mises sous scellé. Est-ce que un dialogue pourrait rapprocher les différentes parties? Le dialogue devrait se faire et ça doit reposer sur quoi? Bon, le dialogue devrait se faire en amont, donc avant même d'appliquer la baisse. Il fallait donc que ces gens puissent s'asseoir autour d'une table. Oui, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, il n'est jamais trop tard. C'est faisable. C'est bien faisable. Donc, du coup, ils peuvent sauver la manche en appelant ces gérants de station au dialogue. Donc, arrêter les gérants, ça ne sert à rien. C'est juste que mettre de la poudre à l'œil. Et en plus, cette baisse n'est pas significative. Parce qu'aujourd'hui, nous ne ressentons pas. Les populations souhaiteraient voir un peu les tarifs du transport baisser. Parce que c'est le but. Hein, c'est le but. On ne peut pas baisser les prix du transport, de carburant, sans que le transport ne puisse être touché. Donc, c'est une suite logique. Je reviens à vous, Mathurin Sagna. Boubacar Mbouitch nous a rejoint. Bonjour, Boubacar. Bonjour, Georges Déthié plutôt. Alors, Boubacar Mbouitch, je dis, c'est Georges Déthié plutôt. Ah, c'est Georges Déthié, d'accord. Ok, bonjour Georges. Bonjour. Alors vous êtes expert en énergie, ancien ministre conseiller de l'ancien président Macky Sall, chargé des questions d'énergie. On l'a dit tout à l'heure, hein, cette baisse des prix du carburant, effective depuis le week-end, samedi à 18h. Dans le communiqué, le gouvernement parle d'une analyse technique approfondie pour justifier cette baisse. Êtes-vous en phase avec les autorités? Merci Georges. Excusez-moi, j'ai la voix enrouillée parce que je lutte contre une grippe là. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut s'en féliciter. Quel que soit le niveau de baisse des coûts de l'énergie, il faut dans un premier temps s'en féliciter. Parce que bon, l'énergie est une bête noire pour nous. Les années passées, nous avons mis beaucoup de subventions dans le secteur de l'énergie juste pour empêcher la hausse des prix. Parce que quand le carburant baisse à l'international, le pétrole, le brut ou le gaz, ça se répercute sur la production de Sénélec,
qui du coup devient déficitaire. Et donc, la baisse donc est sous-tendue aux cours mondiaux. Oui, très bien. Oui, mais jusqu'à présent, la parade du gouvernement a été de faire une compensation tarifaire, c'est-à-dire de maintenir les prix et puis de calculer les différentiels avec la CRSE et de rallonger l'argent pour que Sénélec et les autres utilisateurs puissent être compensés. Donc, je disais donc qu'il faut s'en féliciter. Le problème, c'est que je reviens sur ce que disait mon collègue débatteur tout à l'heure, Mathurin Sagna. Mathurin, M. Sagna, pour dire qu'il aurait fallu quand même de larges concertations. Pas seulement pour s'accorder sur, disons, les reliquats de stock, parce que chaque fois qu'on fait une mesure comme ça, quand une station fait le plein déjà dans ses réservoirs et qu'il y a une baisse, il faut quand même faire des calculs pour qu'il ne se retrouve pas avec des problèmes. Mais au-delà de ça, de l'importance de l'énergie. Moi, ce qui me gêne au Sénégal, c'est que chaque fois qu'on parle d'énergie, on ne pense pas beaucoup à la production. Enfin, on dirait que ce n'est pas notre priorité. Or, l'énergie, c'est d'abord pour produire. Produire des biens pour les industriels, pour les artisans, ainsi de suite. Parce que c'est ça, notre PIB vient de ça. Notre PIB vient de la production. Malheureusement, la baisse de l'électricité ne les touche pas, parce que ça ne touche pas la moyenne tension. Ça ne touche que les petits consommateurs de 0 à 150 kWh, bon, qui sont au nombre de 1 666 000 et quelques. Bon, mais quand on fait le calcul, bon, c'est à peu près 15 milliards par an. C'est pas beaucoup. Et donc, je le rejoins en disant que, effectivement, c'est encourageant, mais on attend des baisses encore beaucoup plus substantielles. On espère bien qu'avant la fin du semestre 2026, parce qu'aujourd'hui, l'équilibre global du secteur a été quand même amélioré par, disons, les flux financiers venant de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et donc, c'est important de répercuter ça aussi dans le quotidien des populations. Et c'est très important. Donc, si on regarde la loi de répartition des produits pétroliers, il y a quand même, sur ce que nous gagnons, une partie qui est dédiée au gouvernement pour le budget général. Et donc, ça doit d'abord, en tout cas, impacter le secteur de l'énergie. Parce que c'est ça qui participe de l'équilibre. Et puis aussi, c'est un moyen que tout le monde utilise, des industriels jusqu'au ménage. Voilà. Donc, dans un premier temps... Et si les cours mondiaux remontent, Boubacar Mbodj, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation des prix du carburant? Oui. Il faut dire quand même que la stratégie globale au niveau du secteur de l'énergie, c'est le principe des compensations. Parce que vous savez, la Banque mondiale, en début 2024, a fait une conférence de presse, parce que la Banque mondiale, ce qu'elle voulait, c'était qu'on enlève carrément les subventions sur l'énergie. À l'occasion de cette conférence de presse, donnée par M. Gemayel, la Banque mondiale a affirmé qu'on avait mis 380 milliards, non, 1800 milliards, excusez-moi, 1800 milliards entre 2021, 2022 et 2023. Et c'est vrai que cette période a correspondu aussi avec le Covid, on n'avait plus de combustible, etc. Donc, Sénélec avait vu les cours du baril flamber et on a été obligé de subventionner. Mais au-delà de ça, il faut comprendre bien le mécanisme des subventions. Quand le baril baisse, en fait, et que l'État avait mis une compensation tarifaire de 100, si cette compensation se retrouve à 50, mais l'État essaie de rattraper ce qu'il avait mis. Parce que notre déficit budgétaire aussi vient de ça. Et donc, voilà d'ailleurs le cheval de bataille de la Banque mondiale. Mais il faut jouer entre la hausse en termes de gains, de décaissement pour l'État ou donc de diminution de cette subvention-là. Mais je crois que ce n'est pas la bonne stratégie. Le secteur de l'énergie, on doit y prêter une attention particulière. Et moi, j'attends un peu, depuis qu'on a commencé, disons, l'exploitation du pétrole et du gaz, il y avait une tradition bien établie dans le secteur, c'était les concertations. Appeler tous les secteurs, les écouter et puis prendre des décisions. J'attends de cela de ce gouvernement. On espère bien qu'en 2026, ils vont appeler à des concertations globales sur le pétrole. On en a fait 2 ou 3,
entre 2021 et 2024. Donc ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, la moindre tension n'est pas touchée, elle n'est pas impactée. Donc du point de vue des coûts de production pour les industriels, les commerçants, parce que 150 kWh, c'est trop petit. C'est trop petit. Même un atelier de couture avec une dizaine de machines va consommer le triple ou le quadruple. Donc il faut que la mesure soit étendue. Et puis ensuite, il y a aussi le pétrole, l'essence pour les pirogues. Si ma lecture elle est bonne et que je ne me suis pas gouré, je pense qu'elle n'a pas aussi connu de baisse. Donc c'est des secteurs productifs. Également les producteurs de riz qui utilisent donc le gasoil pour pomper. Bon, ils vont être impactés dans une moindre mesure, mais il y en a qui commencent à utiliser de l'électricité aussi. Il faut penser au secteur économique. C'est très important parce que c'est ça qui peut rendre... Alors, je rappelle que dans l'IOBA, on est toujours le plus cher. Hein? On est toujours le pays où les coûts de l'énergie sont le plus chers. Et donc, nous avons encore des efforts à faire et on espère que voilà, le gouvernement va maintenir la lancée et que cette baisse elle est durable. Surtout, comme je l'ai dit, les flux financiers provenant du pétrole et du gaz doivent en priorité permettre de stabiliser durablement, disons, les coûts dans le secteur de l'énergie et booster ainsi la production. Parce que quand un investisseur vient en Afrique de l'Ouest, comme bon, on n'a plus de barrières douanières, mais il va regarder là où les coûts de production sont les plus bas. Donc l'énergie est important et il faut qu'on fasse encore des efforts pour baisser davantage. Mais il faut se féliciter de la baisse. Bien, je reviens à vous dans un instant. Boubacar Mbodj, Mathurin Sagna, est-ce que cette baisse non avalisée, en tous les cas par les acteurs que vous êtes, peut avoir des impacts sur le secteur? Bon, sur le secteur, c'est les pompistes, les stations-service. Les stations-service surtout. Qui sont impactés pour le moment. Le secteur en tant que tel, non. Mais les gérants de stations, oui. Parce que vraiment, moi je pense que, comme je l'ai dit tantôt, on ne les a pas associés à cette baisse. Il fallait donc une discussion large. Et comme l'a dit M. Boyd, comprendre des décisions fermes par rapport à ce qui doit se faire. Parce que l'impact aujourd'hui des populations, ce qu'ils attendent de cette baisse, c'est qu'il y ait un impact sur beaucoup de secteurs, le transport, l'énergie. Donc, il y a tellement de soucis aujourd'hui. Le pays traîne vraiment des casseroles par rapport à l'économie. Donc, le PIB, on ne sait pas, parce que qu'est-ce qu'on veut, en fait? On veut baisser le niveau de vie pour que les Sénégalais puissent mieux vivre. Mais il faut mettre aussi les moyens pour que ça puisse toucher tous les secteurs. Alors, il n'y a pas que l'essence et le gasoil qui ont connu une baisse de leur prix, hein. Il y a également le gaz butane. Est-ce qu'il y a réellement une baisse des prix, du prix du gaz butane? Certains disent que ce sont les prix antérieurs qui sont toujours maintenus, mais s'il y avait hausse, c'est parce que tout simplement, il y avait un problème de monnaie chez les revendeurs. Oui, c'est ce que je dis. On ne va pas cracher sur la baisse. La baisse est là. Oui, mais je parle du gaz butane en tant que tel. Oui. Même le gaz butane. Bon. Est-ce que la baisse est réelle? La baisse, elle n'est pas réelle, en fait. Elle n'est pas réelle. Parce que moi, quand j'ai vu les montants affichés, je me suis dit, mais attends, à un moment, on achetait le gaz au même prix. Donc, il n'y a pas de baisse, en fait. C'est pas significatif du tout. C'est juste un réajustement qu'ils ont fait, mais c'est pas une baisse. Merci Mathurin Sagna, secrétaire général du syndicat national des transporteurs, des travailleurs plutôt du pétrole, du gaz et des activités connexes. Alors, je termine avec vous, Boubacar Mbodj, expert en énergie, ancien ministre conseiller de l'ancien président Macky Sall. Alors, Boubacar Mbodj, pour ce qui est du gaz butane, vous qui êtes expert, on a entendu Mathurin Sagna dire que la baisse n'est pas vraiment réelle pour ce qui est du gaz butane. Avez-vous fait le même constat?
Bon, je n'ai pas scruté. Depuis ce matin, je travaille sur la nouvelle grille tarifaire, en fait. Mais comme c'est un peu compliqué, et ça également, je crois que c'est une faiblesse. Alors là, je jette une petite pierre à mon ami Ibrahim Niane. Il aurait fallu une note explicative pour dire aux Sénégalais d'où est-ce que vient la baisse. Est-ce que c'est l'État qui a pris sur lui, qui a renoncé à des taxes sur les produits pétroliers, ou est-ce que voilà, c'est les cours mondiaux, ou est-ce que voilà, il fallait expliquer clairement. Et ça rejoint la remarque de M. Sagna. Quand dans l'économie, une denrée qui est utilisée par tout le monde connaît des fluctuations de prix, c'est une onde qui se propage. Donc, ça demande de la concertation. Et vraiment, ça, c'est fondamental. Je vous donne un exemple. Quand j'ai lu le décret, il y a l'article 2 du décret conjoint qui dit que pour les hydrocarbures liquides, disons que les commerçants peuvent vendre, enfin les distributeurs peuvent vendre à un prix en deçà, que le prix qui est donné est un prix plafond. Mais en même temps, on dit que les prix sont homogénéisés au niveau national avec la taxe sur le transport. Parce que ça aussi, si vous amenez une cargaison, un tanker de gasoil d'ici à Kédougou, mais en fait, vous perdez par rapport au gars qui distribue à Dakar. Donc l'État, ce qu'il faisait, il subventionnait le gars qui va à Kédougou pour unifier les tarifs. Mais comment dans ces conditions-là, on peut parler de prix plafond ou plancher? Justement, c'est là que je voulais en venir. Justement, Boubacar Mbouy, le gouvernement parle de prix plafond et non de prix obligatoire. Oui, comment l'expliquer? Est-ce un moyen d'éviter de contraindre réellement les distributeurs? Je ne sais pas, je n'ai pas compris cette disposition, l'article 2. Parce qu'en réalité, si quand le pétrole arrive au port, nous avons une seule porte d'entrée, c'est le port de Dakar. Après maintenant, relativement à tous les distributeurs, ce qui va changer, c'est le coût de transport. Le gars qui a une station au plateau ne va pas être comparé à celui qui est à Kédougou. Et donc, il y avait une taxe pour homogénéiser le transport, pour que celui qui est à Kédougou ne perde pas. Donc, dans ces conditions-là, les prix ont été toujours homogénéisés au Sénégal. C'est-à-dire que vous achetez à Dakar ou à Kédougou, c'était le même prix. Donc, je crois que tout cela relève comme je disais, d'un manque de concertation. Il faut que les gens prennent les dispositions, puisque la mesure a été annoncée au moins 2 semaines avant. Le prix plafond, serait-il un prix politique déguisé? Ah ben, je ne sais pas. Je ne peux pas dire, parce qu'il n'y a pas de note explicative. Vous savez, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a le prix export, il y a voilà, quand vous venez, il y a des taxes. Et puis il y a aussi le FSE. Ça aussi, c'est important, le fonds de soutien à l'énergie. Alors, ce fonds de soutien à l'énergie, il a été instauré à la fin du pouvoir du régime de Abdoulaye Wade, quand on a créé la crise de 2011. Donc, c'est une taxe qu'on met pour, justement, relativement aux subventions dont je parlais, d'avoir à peu près une sorte d'amortisseur. Mais aujourd'hui, qu'on a le pétrole et le gaz, comme je le disais, je reviens à ça, les flux financiers du pétrole et du gaz doivent servir en premier à équilibrer le secteur. On n'y est pas encore, mais il faut y aller petit à petit. Et donc, aujourd'hui, le FSE pourrait être supprimé, tout simplement, le fonds de soutien à l'énergie, en fonctionnant les revenus qui viennent du pétrole, qui remplacerait peut-être la destination de ce fonds. Et ça pourrait aussi amener une baisse substantielle, puisque ça, c'est là. Je rappelle que c'est la première fois depuis 1961 qu'on a une croissance de 12,2%. Et ça, c'était au premier trimestre 2021. On remarque aussi que l'industrie, le secteur secondaire, qui a été toujours battu par le secteur tertiaire, a connu une hausse incroyable de 30 et quelques %. Donc, on amorce une industrialisation. Et donc, l'industrialisation, c'est l'énergie. Donc, il faut donner du prix à ça. Il faut que le gouvernement crée les conditions Et puis, il y a aussi la subvention tarifaire. Vous vous rappelez, on a eu ici un débat où Sénélec se plaignait que la subvention n'a pas été... Voilà. Donc, c'est vraiment des questions importantes. Moins de politique, plus de concertation.
et je crois qu'on y arrivera. Merci Boubacar Mbodj, expert en énergie, ancien ministre conseiller de l'ancien président Macky Sall chargé des questions d'énergie. Merci à Mathurin Sadian, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole, du gaz et des activités connexes. C'était Point de vue et c'était le grand journal. Merci à Ahmed Ndiaye qui était à la partie technique, à sa suite Matar Sam. Merci également à Aliouba qui était à la production, El Hadj Ndiaoudien à la coordination, El Hadj Ndiaoudien que vous allez retrouver dans moins de 10 minutes pour le journal en Wolof. Bonne suite des programmes, bon après-midi à toutes et à tous.